Hello François. On est à l'épisode 48, donc bientôt l'épisode 50. Il y aura peut-être une annonce dans l'épisode 50, je spoil pas trop et je nous engage pas trop parce que on sait jamais ce qui peut arriver, mais peut-être qu'il y aura une annonce dans l'épisode 50, donc restez connectés. Je commence directement avec les rappels. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, de lâcher un commentaire sur la chaîne YouTube, de lâcher un commentaire sur l'Apple Podcast et de mettre 5 étoiles. Ça nous sert vraiment et ça fait quelques mois qu'il y a plus de 5 étoiles sur l'Apple Podcast. Dès qu'il y a des étoiles, on monte dans le ranking sur l'Apple Podcast. Donc faites-le et de cliquer sur la petite cloche sur Spotify. Sur YouTube Alors, aussi, sur tant que YouTube vous y aussi. êtes. Sur YouTube aussi, tant que vous y êtes. Juste pour dire, j'ai rencontré des auditeurs il y a ces 2 dernières semaines en Belgique et en France. Et c'est juste pour dire que je suis toujours très étonné de la qualité des auditeurs, que ce soit qualité humaine ou même professionnelle, de ce qu'ils font, leurs projets, leurs intérêts, leurs ambitions, enfin, ça me fascine toujours, quoi. Donc, juste pour vous dire que vous êtes tous très fascinants et c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Est-ce que tu veux que je commence avec une petite news? Vas-y. Une petite news. On commence avec des news crypto, bien évidemment. Coinbase a annoncé il y a 2 jours qu'ils allaient ouvrir une plateforme de trading de NFT, marketplace de FTX NFT à aussi. l'intérieur de Coinbase, FTX aussi. Et depuis leur annonce, il y a eu 1 700 000 inscriptions pour avoir accès à la marketplace de NFT sur Coinbase, ce qui est énorme, sachant que selon les estimations, c'est 4 fois ce qu'il y a aujourd'hui en termes d'utilisateurs sur OpenSea. C'est énorme. C'est-à-dire que juste Coinbase, en faisant une annonce, en termes d'inscription, ils ont 4 fois le nombre d'inscriptions de gens qu'il y a sur OpenSea. Donc le marché, selon moi, va être très très juteux là, ces prochains mois, surtout quand Coinbase va s'y mettre, parce que c'est simple, la demande va exploser et l'offre, elle ne va pas suivre la demande. Et donc, si vous faites une simple règle d'offre et de demande, les prix sont censés monter. Donc c'est juste pour dire que là, ça devient big et ça devient très intéressant maintenant que tu as Coinbase qui s'y met. Tu allais dire un truc? D'ailleurs, Coinbase est à peu près moins de 100 dollars de son all-time high qui était à la sortie, à son entrée en bourse il y a un peu plus de 6 mois. Euh, attends. Non, je dis pas des Déjà, conneries, ouais, il y oula. a un peu plus de 6 mois. Là, il est à 269 dollars par action. Et l'action, depuis le 30 septembre, elle fait que monter. Donc, juste pour dire que c'est valorisé aussi par les investisseurs institutionnels et un peu plus classiques, ce genre de move, donc c'est cool. C'est cool. Enfin, tu vois, on aurait pu imaginer un monde dans lequel, quand Coinbase annonce qu'il se lance dans les NFT, l'action de Coinbase descend parce que les gens y croient pas. Non, là, non seulement il y a, comme tu dis, des millions de préinscrits, mais en plus, l'action Coinbase monte à cette annonce, donc c'est cool. Hein, bonne nouvelle. Donc il y avait ça comme nouvelle. Et est-ce que tu veux que je commence avec un petit truc que j'ai découvert? Lâche-toi, Euh, vas-y. Tu sais que j'aime beaucoup les business de newsletter et les infopreneurs, comme on dit. Donc, c'est des gens qui ne créent pas de produits ni de services, mais qui vendent de l'information, qu'elle soit bien présentée, condensée, des fois de l'information exclusive, des fois pas du tout exclusive, mais comme je le disais, bien formulée ou bien résumée. Et là, j'ai découvert un truc classique, mais qui a l'air de marcher, FOMO.OOO. Donc FOMO.OOO. Le domaine d'extension est un peu particulier. Et en gros, c'est quoi? C'est une newsletter de signaux crypto qui vous notifie quand un investisseur institutionnel ou très connu dans le venture investit dans une crypto-monnaie ou dans un projet. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas moi, hein, vous avez Delphi, qui est un grand fonds dans la crypto, qui investit dans Ribbon Finance, j'en sais rien. Ça vous envoie une notification, Delphi vient d'investir 1 million dans Ribbon. C'est des informations trouvables très facilement. Il y a des outils comme Nansen qui vous permettent de trouver ces informations. Et là, on a un exemple de mec qui, en fait, s'est dit, je vais prendre des outils d'analyse de données on-chain et je vais les reformuler
sous un autre format. Je vais essayer de les utiliser pour envoyer de l'information à des gens qui pourraient en bénéficier. Et alors, il vend ses newsletters 20 dollars par mois et il aurait, selon les chiffres annoncés sur le site, 264 membres depuis juillet. Donc, ça fait qu'il fait approximativement 5 000 dollars par mois en récurrent. Ce qui n'est pas dégueulasse en quelques mois, en 4-5 mois. Et c'est vraiment pas un business difficile pour le coup. Je veux dire, il n'a pas d'exclusivité au niveau des données. Les données sont trouvables via des outils que vous pouvez payer, qui coûtent très cher d'ailleurs, ces outils-là. Donc lui, il prend un abonnement, il regroupe ces informations, il les formule sous la bonne forme et après, il vous les vend. Là, il fait Euh, 5 280 $ par mois en théorie ouais. de chiffre Et d'affaires. Donc, il peut s'acheter Nonsen et Hot New Crypto et avoir toutes les informations et les revendre en distillé à sa communauté. Ce qui n'est pas con. exactement. Et moi, j'en ai des trucs comme ça, j'en vois plein depuis 2 ans. Mais là, ce qui est intéressant, c'est vraiment il cible. Déjà, il focus sur les investisseurs venture ou institutionnels. Donc, il ne prend pas tout type d'investisseurs. Donc, par exemple, il ne va pas prendre les influenceurs ou ce genre de choses, même si maintenant, tu Mhm. commences à avoir des influenceurs qui bossent pour des fonds. Mais il focalise là-dessus, ce qui, dans la tête de certaines personnes, rend ça un peu plus sérieux. Il y a des gens qui ne font que du copy trading sur ces fonds-là, par exemple. Ni qui voient que Delphi, que Three Arrow, que Paradigm font un investissement, eux derrière, ils suivent, quoi. Et Euh, ce dis-moi. qui est dommage, enfin, ce qui est dommage ou ce qui est potentiellement problématique, c'est qu'en général, les VC ont un délai de 30 jours, disons, pour virer les fonds sur les contrats sur les contrats d'exécution justement des agreements qu'ils ont avec les fondeurs. Ce qui veut dire qu'en général, l'information qu'un VC investit sur une crypto en particulier fuite avant que ça se fasse on-chain. Du coup, si tu suis juste les mouvements on-chain et que tu peux repérer et être alerté quand un VC fait un virement sur un contrat crypto, et ben, en général, tu arrives un peu après la guerre si l'annonce est tombée avant le virement, ce qui est Et là, souvent le c'est cas. s'il achète Voilà. les tokens d'une boîte dans laquelle il a investi. Après, si par exemple, il achète de l'Ethereum, en fait, il y a deux types de. Il y a les VC, mais il y a aussi les fonds qui font, comme Delphi par exemple, ou Triaro, qui ont des splits. Par exemple, il faut 80% VC, enfin equity, on va remplacer ce mot-là par equity, et 20% pure trading. Tu vois. Et donc, ça veut dire qu'en Oui, fait, c'est ils sont ça. comme toi et moi sur Binance en train d'acheter-revendre, quoi. Ok, Donc, d'accord. Donc ça, c'est pour les 20% de pure trading. C'est pas pour les ouais. investissements qui font dans des boîtes long Bah terme, alors, etc. il y a pure trading et après, peut-être que dans les informations, il donne aussi les autres Hmm. informations avec un délai, comme tu viens de l'expliquer. Euh, donc, mais bon, c'est super intéressant et il revend ce business pour le coup. Il est Déjà? clair dans le business. Combien? Bah, j'ai vu sur Twitter, il n'a pas dit, il a juste dit, il vend deux business en fait. Il a plusieurs petits sites de business comme ça. Et d'ailleurs, il a été un peu connu sur Twitter parce que justement, il avait fait un side business début d'année ou fin d'année passée qui avait plutôt bien cartonné. Et donc voilà. Ok. Ils revendent deux business. Bon, je trouvais ça cool. Et en fait, vous pouvez faire ça pour tout et n'importe quoi. Et on en a déjà parlé du business des newsletters. Et moi, j'avais plein d'idées autour du business des newsletters dans la crypto. J'en ai beaucoup. J'ai juste. T'as déjà les noms de domaine, en tout cas. Ouais, Probablement. oui. J'ai par exemple nft.gm. Ah, C'est pas mal GM, ça ça existe hein, comme extension ça de nom de domaine? Je existe, savais ça pas. existe. Je sais pas quel C'est pays ça extension NP. représente, mais oui, ça existe, GM. Et donc j'ai acheté, j'ai payé 100 balles pour ce truc. Et, et bon, nft.gm. D'ailleurs, si quelqu'un veut me l'acheter, je le revends en Ethereum. Bon, allez, je fais une annonce. Je fais une annonce. Puis Si quelqu'un annoncé veut me combien tu l'acheter. l'avais acheté, il faut pas dire. Faut pas dévoiler. Bah oui, bah, ils peuvent le voir. C'est le genre de choses, tu C'est peux vrai? voir combien a coûté. Ok, d'accord. Ouais. Cool. Est-ce que toi, tu as un truc là que tu veux faire Ouais. découvrir? Alors, l'autre jour, je suis tombé sur un de tes tweets sur mon wall qui disait ouais, je viens de passer 2 heures à écouter de la musique lofi, Ouais, hip-hop, Under the Rain Rainy. in New York. Ouais.
New York, ouais. Et alors, et Voilà, juste ce truc, pour donner du contexte, je ne fais pas que écouter. Je regarde aussi les vidéos les des fois. animations. Ok, d'accord. Ouais. Non, 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 pas les animations, parce que je vois ce que tu veux dire, les animations, c'est-à-dire que tous ces sons-là, Lofi, etc., très souvent, tu as effectivement une petite animation qui bouge et tout. Et moi, des fois, ce que je regarde, c'est une caméra qui se balade dans New York pendant qu'il pleut. Ok, d'accord. Tu vois? Et Ok. en fait, tu es en mode POV et tu es dans Paris et donc tu as la meuf avec ses talons qui sort de son bureau avec le parapluie, elle se casse la gueule. Tu as le mec qui balade son chien dans la rue et en fait, tu vois ça en POV, quoi. Tu as le Et SDF c'est en qui temps réel? gueule, qui chante. Non, c'est pas en temps réel, non. J'avais entendu parler d'un concept comme ça où tu pouvais vraiment te balader en temps réel, peu importe, partout dans le monde, tu vois, sur une voiture qui est en train de rouler Ok. sur l'autoroute, etc. C'est plutôt pas mal. Je vais retrouver ce projet d'ailleurs, parce que j'en parlerai dans le podcast. Donc en gros, qu'est-ce que c'est vous avez tous, tout le monde, je suis sûr que 100% des gens qui écoutent notre podcast ont déjà soit vu passer, soit écouté eux-mêmes du Lofi en live streaming sur YouTube. Et ce dont j'ai envie de parler, c'est du Lofi Aggregation Market. Donc c'est le marché d'agrégation de chansons Lofi. Jedi avait déjà mentionné dans un épisode précédent des types qui faisaient de l'argent en faisant des petites vidéos, enfin des petites chansons, etc., qui ensuite sur Spotify gagnaient de l'argent avec ça. On mettra le lien de l'épisode si on n'oublie pas pour que vous puissiez aller réécouter ce passage-là, mais c'est un petit peu la même chose. Euh, et c'est juste que je me suis dit, bon, bah, je passe des heures à écouter du Lofi, et quand je suis tombé sur ton tweet, je me suis dit, lui aussi, on est plusieurs, comment est-ce que ces gens-là gagnent de l'argent? Parce qu'il y a quand même pléthore de chaînes YouTube qui font du Lofi. Et en effet, il y en a des centaines. Il y a eu un boom, particulièrement pendant le Covid, et si tu regardes un peu les stats d'écoute, tu vois que pendant le Covid, ça augmente, et tu vois aussi pendant les examens des étudiants, ça augmente, etc. Donc c'est un truc qui est quelque part très lifestyle. Quand tu es chez toi, tu écoutes du Lofi pour te détendre, etc. Euh, Comment ça se passe? Eh ben, en fait, ces mecs-là, d'abord d'un point de vue acquisition, comment est-ce qu'ils font? Ils font du SEO sur YouTube, donc ils mettent Lofi, hip-hop, relax, chill, music for study, etc., etc. Ils rankent comme ça. Ensuite, le fait d'être en live streaming permanent, c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ces chaînes-là enregistrent des taux enfin, des temps d'écoute hyper longs. En moyenne, c'est 50 minutes, ce qui est fou sur YouTube. En général, je pense que ça doit être 10% de ça, le temps moyen le max de. Enfin, je sais pas, nous, par exemple, sur notre chaîne YouTube, je sais pas à combien on est en temps moyen d'écoute, mais je pense que c'est genre 20 minutes. Et on a une chaîne de Grand max. podcast, Ouais. etc. Tu vois, donc voilà. Euh, donc, euh, donc, ces chaînes qui sont en live streaming sur YouTube 24 sur 27, comment est-ce qu'elles font pour gagner de l'argent? Eh ben en fait, donc il y a ce SEO. Le YouTube, ça leur rapporte quasiment rien parce qu'il y a une seule pub au tout début d'une écoute qui peut durer 50 minutes. Donc, c'est pas là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Par contre, si tu regardes un petit peu dans la description de ces vidéos YouTube, elles redirigent toutes vers deux choses principalement, vers un site de merchandising où ils font du cash en direct, et Ok. deuxièmement, et c'est là le principal intérêt, vers Spotify. Parce que sur Spotify, ils ont un deal de royalties qui est vachement supérieur à celui de YouTube. Juste pour donner un exemple, il y a deux chaînes que j'ai repérées qui font ça, et si tu regardes, c'est des vraies boîtes avec des employés qui font ça 100% du temps, qui s'appellent Chill Up et Lofi Girl. Lofi Girl, j'ai pas eu ses stats sur Spotify, mais elle fait déjà 65 000 dollars de chiffre d'affaires par mois en moyenne sur YouTube. Chill Up, par contre, ils font 5 à 8 millions de dollars de chiffre d'affaires par an sur Spotify. Donc, c'est vraiment des vrais business qui tournent super bien. Euh, et, et ce qui est marrant, en fait, c'est que là-dedans, le créateur du beat, le créateur du Lofi, en fonction des deals qu'il a avec ces espèces d'agrégateurs de Lofi, fait pas énormément d'argent que ça. Fait pas tant d'argent que ça. Pourquoi? Parce que le Lofi, c'est vraiment vu comme une commodité interchangeable. Bien sûr, il y en a qui sont mieux que les autres, mais la plupart du temps, les gens écoutent ça en fond, Mm. sans vraiment faire attention à l'artiste. D'ailleurs, si tu vas voir sur les artistes, sur Spotify, etc., ils ont énormément d'écoutes, leur son. Par contre, ils ont très très peu d'abonnés. Parfois, ils ont des millions d'écoutes et moins de 1000 abonnés sur YouTube. Tu vois, donc, tout fonctionne via des listes intermédiaires, des playlists, pardon, dans lesquelles ces agrégateurs de Lofi viennent mettre les sons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une boîte comme Chill Up, par exemple, ils ont 25 employés. Et ben, dans leur plan, d'un point de vue branding, ils veulent créer des cafés, ils veulent créer des endroits dans le monde
sur le branding lifestyle Lofi, où les gens viennent boire un petit café, etc. Tu vois, donc, ils essayent de pousser un peu plus loin cette histoire, cette narrative de marque. Euh, et, euh, et pour terminer là-dessus, parce que c'est juste une toute petite histoire, je ne sais pas si tu avais vu, mais World of Warcraft a surfé sur le Lofi. Et si tu tapes World of Warcraft Lofi sur YouTube, tu verras Attends, qu'on qu'est-ce voit que des c'est que ça? monstres de la dernière extension de jeu. On les voit en train d'écouter, d'écrire des trucs ou de faire des potions, je sais pas quoi, avec derrière des mondes de World of Warcraft. Putain, ouais. Enfin, Ouais, je vois. et Putain. et du coup, c'est avec des sons qui sont propriétaires de World of Warcraft, etc. Tu vois, je pense. Donc, Ouais. c'est un peu différent, c'est pas du vrai Lofi, mais on voit quand même la patte Et ils ont là-dedans. pris la fameuse référence de la Lofi meuf Girl, ouais. qui est en train d'écrire avec son chat là. Mhm. Ok. Parce que ça, je pense, ça doit être peut-être la vidéo la plus regardée, non? On est d'accord. Lofi Girl, Ouais. en tout La cas, c'est chaîne la plus vue, l'animation. c'est Ouais, ouais, c'est la plus connue. Si tu tapes un peu Lofi Girl 9 millions sur. d'abonnés sur YouTube quand même. Ouais. Et ouais, c'est ouf quoi. Enfin, c'est ouf. Toutes ces vidéos font des millions et des millions de vues. La dernière qu'elle a fait, c'est 60 millions de vues. Putain. C'est huge sa mère. Putain, c'est ouf. C'est dingue quand même. Mm. C'est fou. Et elle, le Figure, t'en as parlé là dans les trucs ou pas? Ouais, oui, bah, Ouais, je te dis, il y en a deux chaînes que j'ai un peu regardées, c'est Chill Up ouais, et chill Lofi up, ouais. Girl. Mais Lofi Girl, Ok. j'ai pas réussi à trouver son revenu annuel. J'ai juste vu son revenu sur YouTube au cours du dernier mois, c'est 65 000 dollars. Et rien qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, elle a déjà généré 2 719 dollars. Donc voilà, c'est un beau business. Pas mal, ouais, c'est un bon business. C'est un bon business et ça doit être. Je suppose que c'est réfléchi, mais tu vois, quand ces comptes-là deviennent viraux, parce que tu vois, le Lofi Girl, en fait, tout le monde C'est un a label aussi, écouté à en un moment fait. donné. Ouais, et Luffy Girl, tout le monde à un moment donné a écouté Luffy Mhm. Girl, mais comment on l'a découvert, tu vois? C'est d'où est sorti ça, tu vois? Donc, Recommandation YouTube, à mon avis. je suppose, et je sais pas, enfin, tu vois, je sais pas si leur marketing, si le marketing de c'est une boîte ou peut-être c'est juste une fille ou un mec, tu vois? Je sais pas si ça a été réfléchi ou pas, la distribution, ou pas du tout, et en fait, c'est Alors, un coup de chance, tu vois? en fait, à la base, ça s'appelait Cow Chill, donc comme vache chill. Il y a un petit, il y a ils ont fait un appel à des artistes pour designer sur un mode lofi, enfin, en empruntant des styles du lofi, enfin, en partant de l'idée qu'on a du lofi et des films de Miyazaki, ou je sais pas Ouais, comment là, Miyazaki, ouais, je euh, crois. Miyazaki, de designer un truc qui pourrait représenter le channel. Et il y a un étudiant qui est basé, je pense, à Toulouse. Je pense que c'est Toulouse qui leur a rendu ce concept-là d'art d'une jeune fille en train de designer. D'ailleurs, si tu regardes derrière, on voit des endroits, Lyon ou Toulouse, je sais plus. On voit un endroit très particulier qu'on peut associer à Lyon ou à Toulouse, du coup, Ouf. derrière, dans la Et vraie vie. t'en parles pas de ce truc, c'est trop bien, cette C'est pour ça histoire. que oui. Voilà. C'est trop bien. Je savais qu'elle allait me poser Euh, la question, hein. J'étais tranquille, je ah, t'attendais. Mais du mais coup, ouais, c'est trop voilà. bien. Ok, ok. Il a été pris et puis finalement, au bout de quelques années ou quelques mois, ils ont renommé la chaîne Lofi Girl parce que c'était devenu vraiment le symbole de la chaîne, cette fille en train de... Mhm. Et Chili Music, c'est avec les Simpsons. Je connais pas Chili Tu l'as vu? Music. Ok, c'est une chaîne YouTube que moi j'écoute aussi. Et pour le coup, eux, c'est full Simpson. Donc en fait, ils ont pris des moments des Simpsons, principalement des moments où tu as Homer qui est en voiture. Et, Ah oui, et ouais, c'est trop bien, c'est trop cool. Et je suis sûr, tu vois, que ces deux chaînes-là pourraient en faire des NFT. Enfin, la boucle est bouclée. Ils pourraient faire des NFT stylés. Tu vois, par exemple, la meuf là Lofi Girl, bah, c'est sûr, c'est un NFT, quoi, ce truc. C'est sûr hmm. qu'il faut prendre la petite animation en faire un NFT, tu vois. En plus, Mais il y ça en a m'étonnerait pas plusieurs. qu'ils soient en train d'y penser. Ouais, il y en a plusieurs. En plus elle a plusieurs vignettes où tu as plusieurs contextes avec plusieurs animations avec la petite fille. Et c'est sûr qu'elle pourrait faire un NFT, quoi. Euh, ok, trop cool. Trop cool, trop cool. Je savais pas qu'ils faisaient autant de cash. Bah, déjà, on avait parlé de
du YouTuber là, qui avait créé c'était une playlist pour streamers libres de droit. Ce dont j'avais parlé la fois passée. Cool. Tu veux dire autre chose sur ça? Non, c'était tout. Je te conseille d'aller écouter le truc de World of Warcraft. Ouais, bah je l'ai bookmarké là. Je vais évidemment aller l'écouter, même si World of Warcraft en prend une claque pour le moment. Ah bon? Pourquoi? Ouais, ils ont perdu beaucoup de. Les joueurs? Ils ont perdu des millions et des millions de joueurs. Parce qu'en fait, actuellement, sur Retail, donc sur la version finale de World of Warcraft, sur la dernière extension, il n'y a plus rien à faire. Les gens se font littéralement chier. Et en plus, il y a eu le nouveau jeu d'Amazon qui vient de sortir qui s'appelle New World. Et en fait, ça a vampirisé beaucoup de joueurs qui s'ennuyaient sur World of Warcraft. Et par exemple, tu as des guildes, des grosses guildes, la deuxième plus grosse guilde de World of Warcraft de PvE qui viennent d'Isban pour aller sur New World et de commencer une carrière de guilde sur New World. Et bon, il y a ça, et en fait, on sent qu'on est sur la fin de la licence World of Warcraft. L'année prochaine, ça fera 20 ans que World of Warcraft a été créé. 20 ans. Il y aura la dernière mise à jour qui est la 10, la numéro 10, qui est la toute dernière mise à jour. Et on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais les rumeurs prétendent qu'il n'y aura plus d'extension et que le jeu se terminera là et qu'ils sont en train de développer un nouveau MMORPG. Ça, apparemment, c'est officiel, sur une autre licence à eux. Donc ça pourrait être StarCraft, ça pourrait être Overwatch, ça pourrait être n'importe quel jeu en fait, de la licence Blizzard, enfin de la maison Blizzard. Et donc la rumeur, c'est qu'en fait WoW va s'éteindre. Alors, il ne va pas vraiment s'éteindre parce qu'il y a WoW classique, tu connais, et ils ont ressorti Burning Crusade, et là ils vont ressortir WoTLK, Wrath of the Lich King, et après là aussi ils vont s'arrêter sur les classiques. En fait, il n'y aura plus rien à sortir. Et les rumeurs disent qu'en fait, ils vont simplement annoncer un nouveau MMORPG et qu'on est reparti pour plusieurs années de jeu sur les licences Blizzard. Mais ça fait 20 ans quand même que ce jeu survit. Il est passé par des moments Plus que très survivre. dark, Ouais. mais par contre, je serais curieux de savoir combien World of Warcraft a généré à Blizzard. Et derrière, je serais très curieux de faire une comparaison avec Axie Infinity. Ça me rend toujours ouf. Ah, j'ai découvert un truc aussi. Justement, on parle de jeux vidéo. Tu vois, les gens, ils disent, putain, Axie Infinity, ils font des millions. Je sais plus combien. Le dernier mois, s'ils ont fait, je crois qu'ils ont touché la barre des 100 millions de CA. Et en fait, c'est pareil que dans le e-commerce. Quand quelqu'un vous dit, je fais 1 million de CA, il faut vous dire, OK, mais tu fais combien de profit? Et en fait, ces chiffres-là annoncés ne sont pas le profit d'Axie Infinity, mais c'est l'argent redistribué en grande majorité aux joueurs. Et en fait, le profit réel d'Axie Infinity, il est beaucoup plus faible que ça, évidemment. C'est une faible portion des chiffres qui sont très souvent annoncés sur Twitter, etc. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils viennent de relever beaucoup d'argent avec des investisseurs. Ils ont relevé avec Andreessen Horowitz, ils ont relevé avec Fabric et d'autres fonds. Parce qu'en fait, s'ils veulent vraiment expandre le jeu et la team, il leur faut du cash. Et en fait, les gros chiffres, parce que tu vois, beaucoup de personnes là ont vu la levée d'Axie Infinity qui est gigantesque. Ils se sont dit oh là là, ils font plein d'argent, pourquoi ils ont besoin de VC et tout, tu vois. En fait, non, ils font beaucoup d'argent, mais qui est redistribué aux joueurs. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle. Enfin, c'est sans doute pas la bonne comparaison, mais c'est ce qu'on appelle sur le marketplace le Gross Merchandising Value, GMV. Et en gros, c'est la valeur des services et des biens qui ont été échangés au cours des X derniers jours ou au cours des X derniers mois sur ta plateforme. Et en gros, c'est indicateur que ta plateforme, elle est utile et utilisée par un certain nombre de gens, à tel point en fait, qu'il y a autant de valeur qui se crée sur cette plateforme-là, même si toi, finalement, en tant que plateforme, tu prélèves que X% de cette valeur-là pour en faire ton revenu net ou brut, j'en sais rien, tu vois. Mais... Donc, ouais. Il faudrait, mais sans doute, tu vois qu'il y a plein de trucs à réimaginer. Il y a beaucoup de KPI de base nous, on regarde dans les startups 2.0 ou dans les marketplaces, dans les modèles SaaS.
probablement que sur les modèles crypto, que ce soit et chacun avec leur particularité, défi, gaming, NFT, etc., peut-être qu'il y a sans doute des nouvelles KPI à regarder Mhm, qui ne sont mhm. pas encore très, très connues de la Eh plupart ben, des gens. justement, si tu veux qu'on rebondisse là-dessus, euh, je n'avais pas prévu d'en parler, mais on peut en parler. Je peux juste dire un truc vite fait. Dis-moi, Le dis. mec qui gère Lofi Girl, je viens de regarder, je l'ai trouvé sur LinkedIn, c'est un Français. Il a moins de 30 ans, et, il a fait Catch Business School, et ils sont 8 dans la boîte. Enfin, ça a l'air, sans doute que si on veut lui parler de NFT, on peut le trouver facilement. Mais du Très coup, les gens facilement. qui vont Bon, écouter ce c'est podcast. peut-être que vous connaissez parce que, Ouais. tu sais, j'ai eu une chance comme ça une fois. Je rencontre un type quand j'étais à The Family et en fait, ce mec-là, un mec random, il dit ouais, moi j'ai des potes au sud de la France, ils ont une boîte, ils sont quatre, ils font des millions chaque année et c'est les numéros un sur plusieurs catégories sur l'App Store en Europe. Hmm. Et j'étais là en mode quoi? Tu vois, et il me dit oui, oui, c'est eux, c'est eux. Et en fait, après, il nous les présente. Et en fait, c'est un des plus gros, enfin, un des studios de jeux mobiles qui fait, et pas que de jeux, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faisait du jeu, mais aussi d'autres types d'apps, qui fait le plus de cash par rapport au nombre de personnes dans la team, quoi. Et genre, les mecs, ils crachaient des millions par an, ils étaient genre 6 dans la team. J'étais là en mode, mais what the fuck, c'est des vieux Français là dans, dans, dans un bled paumé en France Hmm. et inconnus au bataillon, quoi, tu vois, les mecs, vraiment inconnus au bataillon. Donc peut-être que c'est la même chose. Et donc, si vous connaissez les mecs de Luffy, n'hésitez pas à nous le dire et nous mettre en relation. Qui sait, peut-être on peut même les aider à lancer leur NFT. Ça pourrait être cool. Hmm. Chaud. Chaud, Donc chaud, tu chaud. disais, Ouais, donc je du disais, par coup. rapport à cette histoire de data, etc., etc., Hmm. je vais t'envoyer un truc. Ouais, je vais te l'envoyer. Je sais pas si tu as tes messageries ouvertes sur ton ordinateur, mais je vais Yes. t'envoyer un truc que j'ai découvert hier. C'est Our Network, qui est je pense que c'est un fonds d'investissement, si je dis pas de bêtises, dans la crypto. Je pense que je dis pas de bêtises. Et en fait, ils ont décidé. Ah non, Our Network, c'est une newsletter analytics, mais je pense qu'ils font aussi de l'investissement. Je suis presque sûr qu'ils font aussi de l'investissement. Je ne veux pas mettre ma main à couper, mais je suis presque sûr qu'ils font de l'investissement. Ah voilà, non, non, pardon. Le créateur de Our Network, c'est Spencer Noon, qui est VC dans un des plus gros fonds VC crypto, qui est Variant Fund. Voilà, c'est ça, c'est ça le truc. Et donc, il a créé une petite formation qui est ouverte au public, enfin, vous pouvez apply, qui est une formation pour apprendre à Ouais, la analyser data. la donnée dans le Web3, parce qu'on parlait justement de KPI, etc. Hmm. Et il faut savoir qu'il y a de plus en plus, donc vu que toute la donnée elle est on-chain, que toute la donnée est visible par monsieur, madame, tout le monde sur Dune, Analytics, ce genre de choses, en fait, il faut savoir interpréter cette donnée, de un, et ensuite, il faut savoir agir en fonction de cette donnée. Mais en fait, les mecs qui savent faire de l'analyse on-chain et qui savent la résumer et bien la présenter, ils sont très demandés, que ce soit par les fonds ou que ce soit aussi par les boîtes. Parce qu'il y a des boîtes qui ont beaucoup de données à gauche, à droite, et elles ont besoin de tout centraliser. C'est comme si tu prenais un data scientist dans un fonds ou un data scientist dans une boîte, quoi. Hmm. Et c'est un métier, en fait, qui est un nouveau métier dans le Web3. Et c'est un métier qui est extrêmement demandé. Et il y a des mecs qui sont devenus des influenceurs de la data Web3 sur Twitter. D'ailleurs, dans les guests et dans les mentors de cette formation, tu as des mecs qui sont assez connus sur Twitter sur ces sujets-là, qui sont des mecs qui font des trades gigantesques et qui t'expliquent pourquoi Axis a cartonné et comment et c'est quoi les chiffres derrière. Ils vont te faire un trade de 20 trucs qui va faire 10 000 retweets, que toute la vallée va retweeter, où en fait, ils vont t'expliquer, en fait, c'est voici les data X, Y, Z, voici les benchmarks comparés à d'autres protocoles, Axie Infinity fait plus de volume qu'Ethereum, machin, machin, truc, tu vois, ils vont te montrer tous les charts. Et en fait, des fois, tu as des golden nuggets. Par exemple, quand Axie Infinity, tu as un chart, tu as tous les protocoles, tu as Ethereum en avant-dernier et tu as Axie Infinity qui fait plus qu'Ethereum. Bah, ça, c'est genre, tout le monde commence à repartager ça parce que c'est du content un peu wow. Hmm. Et du coup, ça devient viral, quoi. Et donc, tu as des starlets comme ça de Twitter qui sont devenus des, euh, des, des, des data analysts Web3. Et donc, les mecs ont créé une formation qui est
pour laquelle Ça a vous l'air pouvez bien. appeler. On mettra le lien dans la description si on publie l'épisode avant la fin. Oui, je pense que oui, on publiera avant la fin de. Putain, j'ai du mal. Avant la release de la formation. Enfin, avant que la deadline de la formation soit atteinte. Voilà, j'avais du mal. Cool. Est-ce que tu as un autre sujet, toi? Yes, mais Là, c'était ton sous sujet les dont yeux. tu voulais parler? Ouais, bah alors moi, en fait, c'est un sujet plutôt idée que en fait, j'ai Mhm. trouvé sur un groupe. Donc, c'est pas une idée que moi j'ai eue, mais que je trouvais, tiens, je me dis, ok, il y a peut-être des trucs à faire. Donc, je vais juste la dropper, mais je vais pas la creuser. Après, on pourrait la creuser ensemble si tu veux, mais il y a pas de lieu à creuser parce qu'elle n'est pas. Enfin, voilà, ça, tu vas voir. En gros, j'étais dans un groupe et je vois dans ce groupe que quelqu'un balance une idée. En fait, c'est quelqu'un qui est en train de monter cette boîte aux États-Unis. En fait, lui, il s'intéresse au marché des chirurgiens plasticiens. Je crois que ça se dit comme ça. Euh, Plastic surgeon, je crois que c'est du coup chirurgien plasticien. C'est en gros les mecs qui refont. Plastique. Ouais, chirurgien plastique, pareil, je sais pas exactement comment ça se dit. C'est les mecs qui refont les nez, les seins et pas que. Les fesses, les yeux, les pommettes, les mentons, les bouches. En gros, ils vont travailler sur tout ce qui est esthétique sur votre corps. Faut savoir que c'est un corps, je crois que ça fait partie du corps médical, et il est euh, c'est un des, je regardais des charts, c'est un des métiers les mieux payés dans la médecine, et en fait, c'est extrêmement cher pour le consommateur, mais par contre, c'est extrêmement aussi profitable pour le médecin, et en fait, les budgets marketing alloués par des cabinets privés sont gigantesques. Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est entre 5 et 15 000 dollars par mois juste de marketing pour faire connaître son cabinet. Euh, C'est une matinée et d'opération pour eux. de quoi? C'est l'équivalent d'une ou deux Ouais, matinées d'opération. exactement. Ouais, ouais. Donc, ils font full cash. Et du coup, ils sont remplis de boîtes qui les prospectent pour des solutions innovantes, pour faciliter leur travail, etc., etc. Et en fait, là, la personne en question, elle a dit, euh, en fait, on a développé pour un chirurgien des filtres qui sont des vrais filtres, en fait, où tu es une meuf, tu veux refaire faire ton nez, tu fais une photo de profil, une photo de Ah. côté, tu l'uploads sur le site, et en fait, ça va appliquer différents types de nez, et tu choisis quel nez tu veux. Et en fait, tu bookes le nez, et ça va envoyer une demande au chirurgien en question. Et en fait, les mecs, ils veulent sortir cette feature qu'ils ont développée pour un chirurgien et dire, en fait, on va en faire un outil de lead generation. Donc, en fait, on va créer cette plateforme de filtre. En fait, n'importe quelle meuf et mec qui veut se refaire faire n'importe quoi va pouvoir avoir une simulation la plus réelle possible. C'est pas un filtre Snapchat où c'est fait vite fait. Non, non, c'est un truc vraiment bien bossé. Et en fait, derrière, si elle valide qu'elle veut refaire son nez comme ça, nous, derrière, on lui dit, bah, en fait, on peut te proposer 5 chirurgiens et les 5 vont te faire un devis. Et derrière, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire payer le lead au chirurgien. Donc, il y a un prix pour envoyer en tant que chirurgien pour être sélectionné pour envoyer ton devis et un prix si tu es accepté. Donc, c'est de la lead generation pure et dure pour cabinet, quoi, pour cabinet de chirurgie plastique. Et du coup, ils vont utiliser cet outil-là comme outil un peu, enfin, ils vont jouer sur la viralité du fait qu'en fait, tu peux carrément tout modifier, quoi. Tu peux modifier tout ton corps. Donc, ça va au niveau de la presse, sur les réseaux sociaux, ça risque de faire beaucoup de bruit, ce genre de choses. Et derrière, utiliser ça comme lead gen, marketplace de lead gen pour chirurgiens. Je trouvais juste ça intéressant, enfin, Ah, drôle, c'est une intéressant super idée. et bon, je connais pas alors les spécificités du marché parce que par exemple, tu vois, elle expliquait la personne, il y a des problèmes euh, de réglementation sur la façon qu'un médecin peut contacter un client potentiel. Et donc, elle Exact. disait, il fallait que la plateforme, elle soit sécurisée, machin truc. Mais il dit, bon, on a pensé à tout ça parce qu'en fait, on le fait déjà pour un des clients. On va juste l'extrapoler et le faire pour n'importe qui, quoi. Et en faire une marketplace où les chirurgiens pourront venir et dire, moi, j'ai déjà utilisé des marketplaces de lead generation dans la finance, dans le crédit et dans l'assurance. Et en fait, c'est très simple. Tu reçois une notification le matin, tu te connectes, tu dis, moi, je veux tous les mecs qui veulent faire une défiscalisation loi Pinel en France.
je veux que des femmes qui gagnent plus de 60 000 euros dans la Drôme. Et ça va te sortir en fait une liste de 50 Les personnes 3 femmes qui qui ont, répondent à ce critère-là dans la Drôme. voilà, qui ont apply en fait Et sur un qui en payent. site quelconque pour recevoir l'appel d'un courtier. Et toi, derrière, tu payes, en fait, tu as un crédit, tu payes 50 balles et tu as accès à ces coordonnées. Après, tu en fais ce que tu veux. En fait, ça existe beaucoup dans la finance parce qu'en fait, les produits, le coût d'acquisition de la finance est très élevé. Donc, en fait, faire de la lead generation pour la finance, c'est très juteux, c'est très juteux comme business. Et là, en fait, tu pourrais faire la même chose, mais dans la médecine. Ah, Et mais plus c'est une super spécifiquement idée. sur cette verticale-là. Super idée. Il faut voir à quel point les filtres s'intègrent bien avec ton corps et à quel point, du coup, le patient peut déjà faire la première étape, c'est-à-dire s'imaginer avec un nouvel accessoire Mhm. biologique pour le nez, les oreilles, les dents, les lèvres et puis tout le reste. Ça, je Le ne sais pas reste. comment il gère. Je ne sais pas. D'un Je point ne de saurais vue te dire. vie privée, ça doit être chaud quand même, hein. Je ne saurais te dire. Ouais. Mais ouais, et après, c'est voir si les chirurgiens sont prêts à payer par lead. Tu Ça, par vois, contre, j'ai ça. du mal à y croire. Parce qu'un chirurgien, à moins qu'il ait une vraie team de sales dans son truc, ou qu'il ait délégué une team de sales qui rappelle les gens et qui font le travail de conversion, j'aurais plus tendance à dire que la marketplace sera peut-être beaucoup plus intégrée que ça et que du coup, les gens arriveront sur la marketplace via cette app et puis qui verront autour d'eux les médecins qui peuvent rendre ce genre de service avec des quotes indicatives, enfin des remises de prix indicatives du La forfait du prestation. médecin. Et puis ensuite, à partir de là, probablement que le médecin payera. Enfin, moi, j'imagine plus un modèle où le médecin paye un abonnement par mois pour être Pour être listé listé. sur cette marketplace. Ok. Pas en mode, OK, tu as reçu 10 leads aujourd'hui, tu les achètes pas. J'ai du mal à imaginer un médecin qui prendrait le temps, ou même le secrétaire d'un médecin qui prendrait le temps d'appeler. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont plus en mode, on reçoit en inbound plutôt qu'on fait de l'outbound. Du coup, probablement que la marketplace qui réussirait là-dedans, c'est une marketplace qui leur faciliterait l'inbound et leur amènerait des clients qui sont beaucoup plus chauds que je passe la porte du chirurgien et me fait un dessin sur une tablette pour me dire à quoi va ressembler mon nez. Et puis il me dit que ça va coûter 10 000 balles, quoi. Euh, voilà. Est-ce que hey, question perso, est-ce que tu te vois faire de la chirurgie plastique un jour? Pourquoi? Non? Je sais pas. Ça dépend. Ah, sauf On si pourrait j'ai se un poser la accident un question. jour. Sauf si j'ai un accident un jour et Oui, voilà. enfoiré. Non, sauf si j'ai un accident un jour et tout. Mais non, j'ai jamais pensé à faire ça. Après, il faut Et voir comment tu vieillis, hein. dans les... Par contre, tu vois les cheveux. Comme Mhm. vous le voyez un peu, je suis un peu dégarni là, pour ceux qui voient sur YouTube. Et là, je perds beaucoup mes cheveux. Là, ça va encore, mais je vois bien mes 35-40 ans commencer à devenir vraiment très Voyage en dégarnis. Turquie. Un petit voyage en Turquie, un petit 3 jours sur place, un petit 5000 balles, et hop là, on n'en parle plus. Et on n'en parle plus. Et autour des, disons, des 20 personnes les plus proches de toi, est-ce que tu en connais qui ont fait de la chirurgie plastique juste par choix, pas par besoin suite à un J'en ai, accident? j'en ai un qui peut-être va en faire, oui, par envie et par choix. Mhm. Sinon, c'est tout. Je connais une personne, oui, elle va certainement en faire, ouais. Donc, c'est des gens de moins de 30 ans qui font ça. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, ok, Pour d'accord. le coup, dans le cas spécifique, plus de 30 Ok, ans. d'accord. Ouais. Ok, Je ne connais intéressant. pas d'autres. Et toi? Moi, j'en connais plusieurs qui ont fait appel à des chirurgiens plastiques, Ok. Ok. mais je n'en dirai pas plus. Et ce n'est pas moi, ni des proches. Donc, enfin, ni des vraiment proches, mais oui, c'est assez connu. Ouais. Ok, j'enchaîne? Ou Ouais. bien alors, Là, il y avait- je veux bien qu'on passe l'étape supérieure et qu'on passe de est-ce que c'est bien de faire la Non, non, chirurgie mais. plastique ou pas? Ah, ben, il n'y a pas Euh, de jugement, en fait. Il n'y a pas du tout de jugement. C'est chacun. et en fait, le truc Il y en a le la besoin. question que je me pose là-dedans, c'est beaucoup de philosophes, de penseurs ont prédit que que l'homme allait vouloir s'augmenter sans cesse et que la chirurgie plastique allait devenir commerciale et Ouais. non plus médicale. Et Ouais, c'est pas le pourtant, cas pour autour le de moment. Ouais. moi, oui, mais quand même, autour de moi, je vois pas énormément de gens. Après, j'ai peut-être la chance, enfin, même pas la chance. Je suis peut-être juste né à un endroit où les gens font pas appel à la chirurgie plastique parce qu'ils jugent que c'est pas nécessaire.
Par contre, si j'étends mon réseau et que je regarde par exemple sur Instagram, je pense que 50% des meufs Oui. qu'on peut voir sur Instagram sont refaites Non, mais oui, et que oui. c'est très discret et que tu peux pas le savoir si t'es pas renseigné là-dessus. Et je pense que nous, les mecs, on n'est pas du tout renseignés là-dessus et que ça peut être des belles surprises parfois, tu vois, Ouais. mais voilà. Et puis il y a des pays où c'est beaucoup plus. Le Brésil, par exemple. Le Brésil, c'est très. La Brésil, chirurgie Chine. plastique. Ouais. T'as déjà vu l'histoire de la chinoise qui s'est mariée avec un chinois, qui avait refait son nez avant de se marier avec, qu'il n'avait pas dit à son mec. Du coup, quand leur enfant est né, il avait un pif énorme, l'enfant. Et le mec a dit, mais il vient d'où ce pif? Et ça a été motif Non, mais jugé légitime pour un t'as vu ça divorce. sur quoi? Sur Brut? Un truc J'en comme sais ça? rien. Sur Combini ou quoi? Tu sais, il y a Non, c'est des histoires marrant. comme ça, on sait jamais. Oui, oui, ok, ok, je te fais confiance, je te crois. Bon, allez, moi j'enchaîne. Je vais te parler de Vas-y. Figma. Donc Figma, c'est un tool de collaboration pour le prototyping des designers. Ouais. En fait, c'est une web app sur laquelle vous pouvez vous connecter et qui vous permet de collaborer avec d'autres designers ou d'autres parties prenantes à un projet pour designer votre app, votre site web, votre next thing digital. Bref, ça peut être un livre, etc. Ça a été fondé par Dylan Field et Evan Wallace. Dylan Field, qui est un gars de la fellowship, de la Thiel Fellowship, une fois de plus. Vraiment, ce type a la Thiel Fellowship, ça a vraiment changé le. Enfin, ça fait partie des quelques éléments, je trouve, qui ne coûtent pas si cher que ça pour un milliardaire, mais qui ont vraiment changé la face du monde parce que Mhm. vraiment, il y a des boîtes de fous qui en sont sorties de cette histoire. Bref, ils ont levé 137 millions de dollars à l'heure d'aujourd'hui, dont 50 millions au cours de leur dernière levée de fonds série D. Leur valorisation en avril 2020, c'était 2 milliards et en mai 2021, c'était 10 milliards. Pourquoi? Probablement en partie, ça peut être probablement en partie expliqué par l'explosion qu'ils ont eue de leur tool de collaboration, puisque tous les gens étaient en remote et ils étaient forcés de collaborer en temps réel sur des tools plutôt que de s'envoyer des fichiers lourds quand ils n'avaient pas accès à leur ordinateur de bureau, etc. Tu vois, donc, probablement, ça explique une partie du truc. Et aujourd'hui, ils font un peu plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Ils ont 50 000 customers, clients payants, pardon, pour 600 employés. Donc, en moyenne, un peu moins de 600 employés. Donc, en moyenne, un employé génère 100 000 dollars pour la boîte par an. Donc, ça, c'est les chiffres que j'ai pu trouver sur Internet. Ils ne sont peut-être pas hyper à jour. J'ai trouvé des chiffres qui étaient discordants où ils faisaient beaucoup, beaucoup plus de revenus. Donc, à voir. Pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui? Parce que, j'utilise beaucoup ce tool, même si je ne suis pas designer. Je trouve ça génial, je trouve que c'est très clair. Quand tu commences un peu à t'y habituer, tu fais tout là-dessus. Maintenant, dès que j'ai un projet, je vais plus sur Notion, je vais plus sur... à la rigueur, je vais encore sur Word ou sur Excel, ou enfin un spreadsheet. Mais la majorité du temps, je vais plus sur Trello non plus. Je vais sur Figma parce que j'aime bien, je trouve ça clair. Et qu'en général, ces derniers temps, les projets que j'essaie de lancer, ça passe par du design. Voilà. Bref, je trouve que c'est un modèle intéressant. Pourquoi? Parce que je vais te parler de leur feature principale, enfin, pour moi, une de leurs features qui vient de sortir, qui est super intéressante. Donc, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ce modèle qui s'appelle le modèle de SaaS Enabled Marketplace. Donc, c'est des marketplaces qui, par la valeur de leur marketplace, donc faire rencontrer de la demande et de l'offre, créent par-dessus un SaaS. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, OK, on va régler un problème de communication sur le marché, on va créer une marketplace où les gens peuvent communiquer directement pour échanger des biens ou des services. Et puis par-dessus, une fois qu'ils ont une vélocité sur cette narrative de marketplace, une fois qu'ils ont atteint un certain nombre d'utilisateurs, ils disent, bon, on va lancer un SaaS qu'on va le vendre à ces utilisateurs, qu'ils soient du côté offre ou du côté demande. Et ce SaaS, il va régler un problème qu'ils ont sur la marketplace, il va régler un problème qu'ils ont dans la vie réelle. Mais juste, la marketplace, finalement, c'était le meilleur moyen pour Les atteindre ces attirer, gens-là à quoi. la base, voilà, Ouais. pour les attirer. Donc finalement, c'est presque du engineering marketing, hein. Enfin, parce qu'en général, les marketplaces sont relativement simples à gérer d'un point de vue prototypage et code, etc. Ce qui est difficile à gérer en général, c'est les opérations. Mais une fois que cette première vague est passée, une fois qu'avec ton bateau, tu as passé vraiment cette première vague, ben la vague la plus grande derrière, c'est celle du software. Parce que tu as un avantage concurrentiel énorme, puisque tu as déjà les clients qui sont là, qui ont leurs problématiques, tu peux discuter directement avec, tu as pu connaître leur métier en les accompagnant sur cette marketplace, etc. Bref, toutes les marketplaces aujourd'hui font ça, enfin la plupart des grandes marketplaces font ça.
Mais ce qu'ils font chez Figma, et je ne sais pas si c'est un modèle qui existe ou si c'est moi qui mets un mot qui ne convient pas là-dessus, mais ils font l'inverse. Ils font une Marketplace Enabled SaaS. Donc, ils ont commencé par un SaaS, qui est Figma, le tool de prototypage de design. Et derrière, ils ont créé ce qu'ils appellent Figma Community, qui est une espèce de marketplace, pas encore, sur laquelle les gens, j'ai pas l'impression que les gens peuvent déjà faire énormément d'argent dessus, mais qui propose en fait aux utilisateurs de Figma d'avoir des plugins préfaits par des développeurs, ou bien alors d'avoir je sais pas comment on pourrait appeler ça, des kits de design déjà préfaits que tu peux directement installer, dupliquer et installer pour faire ton design à partir de leur design, etc. Et je trouve ça super intéressant puisque eux, ils ont d'abord trouvé les designers et puis ils ont lancé cette feature-là de marketplace, enfin de ce qu'on pourrait appeler une marketplace, cette community, où en gros il y a plein d'add-ons, plein de plugins, plein de kits qui répondent à tous les besoins des designers la plupart du temps. Il suffit juste de personnaliser. Finalement, je vais te parler de trois trucs que j'ai vu passer. D'abord, il y a un automation tool pour le designer qui est built on top of OpenAI. Donc ça, c'est super intéressant. C'est en train de sortir, c'est pas encore utilisable sur la waiting list, mais tu vois, c'est pour te dire qu'il y a de la recherche. Donc, j'ai commencé par le truc le moins utilisé aujourd'hui, donc je vais pas aller dans l'autre sens maintenant. Et puis ensuite, l'autre jour, j'ai vu une de mes potes qui a tweeté sur Twitter qu'elle utilisait Figma pour designer sa maison en intérieur. Et pour ça, elle utilise un interior design kit. En gros, elle télécharge, c'est comme sur les Sims, tu vois, quand tu faisais ta petite maison, Ouais. juste que c'est en 2D, et puis tu designes ton appartement, tu peux mettre des fleurs, etc. Et c'est du coup en collaboration avec les personnes avec qui tu vis, si tu en as, etc. Je trouve ça pas mal qu'il y ait des gens qui aient pensé à même ce genre de détails-là, qui n'ont rien à voir avec le design professionnel à la base. Ouais. Et puis ensuite, tu as une boîte qui s'appelle Figmatic, qui a créé des dizaines de plugins, et eux, c'est des plugins premium. Donc, c'est-à-dire que tu dois aller sur figmatic.com pour pouvoir acheter leurs plugins. Et à mon avis, eux, j'ai pas réussi à trouver, ils sont bootstrappés, ils se sont lancés en 2019. Ils ont 234 000 plugins installés. Okay. Et ils ont une dizaine de plugins à la disposition. Et notamment, par exemple, le plugin que j'ai checké, qui m'a été recommandé, c'est un plugin où tu designs ta newsletter que tu peux ensuite exporter sur Mailchimp ou sur n'importe quel autre, truc. Donc, et vu que c'est un drag and drop hyper puissant, Figma, tu peux vraiment designer des belles landing pages, ou des beaux templates de newsletter. Ça s'appelle Emailify, pour ceux qui veulent aller voir. C'est un peu comme ce que Et donc, Webflow a fait. C'est qu'ils ont aussi fait un community on top of j'ai pas vu. Webflow où en gros tu peux faire appel à des freelance Webflow et tu as aussi des gens qui peuvent développer des templates et des plugins. Par exemple, un plugin pour faire une page de subscription ou ce genre de choses et que tu payes de façon mensuelle ou alors une licence, quoi. Oui, c'est le même. En fait, c'est le même sur WordPress. Pareil, il y avait un écosystème de plugins que tu pouvais ajouter, ou des pages toutes faites, ou des features toutes faites, etc. Par exemple, comment mettre en place un placeholder pour pouvoir inscrire ton email, etc. Souscrire une newsletter, c'est des trucs qui se vendaient la plupart du temps. Et si tu regardes, c'est la même chose sur Notion, c'est la même chose sur Shopify. Shopify, c'est très, 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 très développé. Et à mon avis, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'est le petit. On en reparlera peut-être dans quelques mois. Mais à mon avis, c'est un truc qui va se développer énormément, notamment chez les indie hackers, les bootstrappers, etc. Ils vont faire des petits plugins comme ils font tous sur Shopify et ils vont faire de l'argent grâce à ça puisqu'ils vont le rendre premium. La question, c'est quel plugin est-ce que tu fais? Et ça, j'ai aucune piste à donner. Il y a plein d'articles sur Internet qui parlent de potentiels plugins à développer, mais je ne connais pas assez de design pour pouvoir me lancer là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a des tonnes de plugins de designers à développer pour lesquels on pourrait gagner de l'argent après derrière en les vendant sous forme de souscription mensuelle. Donc voilà, c'était juste la petite histoire de Figma. Si vous n'utilisez pas Figma dans votre boîte... Je connaissais pas les news de Figma par rapport aux différents outils qu'ils ont développés. Je savais pas. Non, ils font plein de choses, hein, en vrai. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient 600 dans la boîte. Ça, c'est un truc que j'ai découvert en faisant les recherches. Un paquet de monde. Ouais. Paquet de monde. Gérer 600 personnes, putain. C'est ça, c'est un truc que tu aimerais bien faire, je sais bien. Ah, moi, c'est la tyrannie. Moi. Allez hop, tout le monde à 6 heures, on pointe. Allez hop.
Il y a des caméras sur vos ordi, je vous scrute dessus. Je rigole bien sûr. Ok, Je cool. rigole. C'est quoi, des fois, quand je tourne le podcast, je me dis, François, est-ce que tu dis pas des fois des conneries, que ce soit en les pensant réellement ou en réfléchissant ou en blaguant, en faisant du second degré, qui pourraient être recherchées dans 10-20 ans et qu'on pourrait te retourner contre toi? C'est un Ça, truc je qui me fait sais. un peu Ça, je peur. sais que François a cette manie. Des fois, il a des phases même où il veut disparaître d'Internet parce qu'il se dit putain, si dans 10 ans je dis à Elon Musk et que t'as un mec qui va trouver qu'en fait j'ai dit que je sais pas quoi, que je Oui, suis un mais moi, tyran, il va ouais. l'utiliser dans une interview pour un bouquin biographique et en fait toute l'histoire de ma vie serait qu'en fait j'étais un tyran. Ouais, mais en fait, là, c'est rigolo. Mais si tu regardes, Mais ça doit sûrement être le cas. Enfin, je veux ça dire, existe. ouais. Et par exemple, moi, je suis en train de lire le livre qui vient de sortir sur Emmanuel Macron, on l'a parlé de sur le journaliste du Monde. Tu regardes en fait que dans ses ex-confrères, ex-collègues, ex-professeurs, ex-co-étudiants, etc., et ben, il y en a plein qui avaient des images de lui et qui ont dit ouvertement que quand il a été élu président, ou quand il voulait se lancer comme président à la présidentielle, il y a plein de gens qui sont retournés dans ces images-là pour trouver des images compromettantes d'Emmanuel Macron. Mais oui. Alors, vu que c'est un beau gosse qui sourit tout le temps et qui gère bien son image, personne n'a pécho. Mais nous, enfin, je pense pas, en théorie, on va rien dire de grave qui pourrait nous poser problème. Il a Mais peur, c'est vrai que François. des fois, c'est des trucs auxquels je pense. C'est marrant, hein, je sais Ok. bien que je suis un Un peu peu parano là-dessus, creepy mais là-dessus. bon, c'est chacun son truc. Mais je suis moins comme ça, mais je comprends par contre. Je comprends. Moi, des fois, je retrouve, si vous tapez Jedi sur YouTube, mon nom et mon prénom sur YouTube, vous allez retrouver des trucs que j'ai dit il y a 4 5 6 ans, où je me faisais interviewer par des trucs et tout, et vous allez voir, il y a des fois, je suis un vrai connard, quoi. Et maintenant, voilà, j'ai évolué. Il y a sur plein de sujets, j'ai changé d'avis. Sur d'autres, j'ai pas changé d'avis, mais vous allez voir que les gens changent, quoi. Et en fait, je me dis, putain, si c'est le cas pour moi, qu'est-ce que ça doit être pour tous les types connus auxquels on a une bonne ou mauvaise image de par les informations qu'on a de leur passé, tu vois. Hmm. Mais tu vois, moi, maintenant, c'est vrai que si je regarde, par exemple, certaines interviews que j'avais fait à l'époque, ben, il y a des choses où j'aurais certainement dû les dire autrement. Il y avait des avis que j'aurais dû les formuler autrement. Ou inversement, il y avait des trucs où, en fait, que j'ai dit, et aujourd'hui, je me dis, non, mais en vrai, j'étais un blaireau, j'aurais dû être beaucoup plus incisif là-dessus, tu vois. Hmm. Et ce sera certainement la même chose dans 10 ans. Je me dirais la même chose de maintenant. Mais je me dis, si c'est à mon échelle comme ça, en fait, c'est à l'échelle de tout le monde. Toute personne qui s'expose un minimum, c'est la même chose. Ouais. Et du coup, maintenant, tu vois, par exemple, quand je regarde, c'est débile, tu vois, mais quand je regarde une émission, que ça à la télé ou sur YouTube ou whatever, qui parle de mecs connus dans la tech, pas dans la tech, dans des acteurs, machin truc, et qu'on a des informations, je me dis, ouais, mais en fait, c'est le téléphone arabe, quoi, le truc. C'est le téléphone arabe, et en plus, ça se met, il s'est passé un truc à un instant T il y a 20 ans, et en fait, ça a été extrapolé de façon Ouais, démentielle, et en fait, ça a créé une légende du truc, tu vois, et en fait, il faut produire du contenu pour s'en rendre compte de ça. oui, 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 c'est ça. Et Si c'est tu... quoi les stats sur Twitter entre les gens qui tweetent et les gens qui les tweetent? Oui, non, Combien de mais gens oui. tweetent? Mais c'est comme Donc, YouTube, tu vois, combien de gens créent des vidéos et font du contenu, personne, tu vois. et Enfin, donc probablement qu'il y a 98% de la population, ou 99% de la population qui sera toujours incapable à vie, à moins que ce soit des gens qui soient très empathiques, de se mettre de dans la peau de comprendre, tu veux dire, quelqu'un. Ouais, d'avoir cette ouais, rétrospective, oui, non, mais ouais. clairement, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas. Après, C'est un risque à prendre, hein. Je pense qu'il y a plus ouais, à voilà, gagner c'est le à risque à s'exposer. prendre. Et après, tu vois, tu leur dois rien, ces gens-là. Tu vois, c'est aussi, il faut le voir comme ça. Après, ça Hmm. peut être compromettant. Si par exemple, tu es en train d'essayer de te faire élire comme président, bah oui, il y a des trucs qui pourraient à un moment donné être compromettants. Mais il y a toujours une chose qu'il faut se dire, et je pense, il y a quelqu'un qui avait dit ça récemment, je ne sais plus qui, mais j'avais trouvé ça intéressant, c'est quand tu fais des choses publiquement ou en privé, peu importe, toujours te dire, est-ce que, imagine, demain matin, 8 heures du matin, ça passe sur la CNN ou BFM, whatever, ton nom, François Majan a fait ça, est-ce que tu serais gêné ou pas?
Et Ah oui. genre, tu vois, Je est-ce m'appelle que tu... Soliton pour ceux qui. Ah ouais, merde. On mettra, c'est pas grave. Ah merde, désolé. Est-ce que tu serais gêné ou est-ce que tu serais dans l'embarras? C'est ça la question, tu vois. Mais moi, je leur dis pas qu'il faut pas poser ce genre de Pas questions gêné, parce que pas sinon. gêné, mais est-ce que tu serais dans l'embarras et ça pourrait mettre en jeu plein de choses, tu vois. Bon. Non, non, mais du coup, vu que tu sais que je suis un parano, tu sais aussi que le grand désavantage des paranos, c'est qu'ils imaginent que ce qu'ils font au jour J, c'est ce qu'ils feront dans 10 ans. Oui. Et que c'est ce qui. Enfin, tu vois, du coup, c'est très compliqué de. C'est très compliqué d'admettre qu'il y a du grind pour faire du franglais, enfin, pour parler comme un connard d'américain. Putain, je dis pas connard américain, comme un américain. Qu'il faut un peu mettre les mains dans le cambouis et que des fois, c'est pas beau à voir, surtout quand tu t'imagines que c'est pas ça que tu devais faire à la base, quoi. Donc ouais, non, des fois, en effet, la plupart du temps, quand je fais quelque chose et que si tu me demandes de m'imaginer demain en passant à la CNN, est-ce que Soliton est content d'avoir fait ça la veille ou en tout cas, est-ce qu'il n'est pas honteux de l'avoir fait? Probablement que je suis pas du tout honteux de l'avoir fait. Bon, bah alors c'est bon alors. C'est bon. Si la réponse est positive, c'est que Ah, c'est bah, bon. et même au-delà de la CNN, il faut juste imaginer si demain tu dois expliquer la situation à ta famille ou à ta copine, est-ce que tu es capable de lui expliquer et qu'est-ce qu'elle est capable de comprendre? Je pense que déjà, si tu coches ce critère-là, c'est bon. Exactement. Sur ces Et belles voilà. paroles, je Sur vais ces faire des bonnes courses. paroles, partagez cet épisode, partagez l'épisode. Les 2 épisodes derniers qu'on a fait, en plus de celui-ci, étaient vraiment cool, je trouve. Celui-ci n'était pas du tout quasiment pas axé crypto finalement. Ouais. Les 2 derniers sont beaucoup plus axés crypto et NFT. Il faut les partager parce que franchement, je les trouve cool et je trouve qu'ils n'ont pas la résonance Ouais. méritée là. Ils n'ont pas ce qu'ils Oui. méritent, ouais, exactement. Je pense que c'est la même chose. Donc allez-y et continuez à nous contacter sur les réseaux, à tweeter Ouais. sur nous. Il y a des gens là qui tweetent des fois en mode ah, j'écoute le podcast, trop bien. Ben, on vous retweet, on vous like. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Je te spoil, on a été invité. Enfin, je suppose que c'est nous deux. Du coup, moi, à chaque fois qu'on me le parle au singulier pour moi, j'imagine que c'est le podcast parce qu'il mentionne The Farm Spot. On est invité sur un lac en Suisse manger un bout avec des gens crypto. Bon, on en parlera après si tu veux. En gros, non, mais en mode si on veut, on peut aller à un dîner quand on veut, invité par je ne sais qui, un anon qui écoute notre podcast au bord d'un lac en Suisse. Bon, Très bien. cool. Je te laisse sur ça et au prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao.